Entreprise spiralée, si vous êtes venu, c'est que sûrement vous avez ressenti comme moi que la crise actuelle économique que nous traversons est plus qu'une crise passagère et nécessite un changement de paradigme pour pouvoir s'adapter au changement de l'environnement et ainsi accroître sa performance. L'entreprise spiralée découle directement de ma mission de vie que je me suis fixée à 14 ans. Cette mission de vie, c'est faire en sorte que les individus collaborent avec leur environnement. Leur environnement comporte deux choses: d'autres individus et des ressources. Cette mission de vie, je me la suis fixée à la suite de deux constats. Premier constat, dans le monde, l'humanité est soumise en ce moment à énormément de problématiques. Problématiques de type sociétal, environnemental ou économique. Pendant le passé, quand on a connu ces crises, on a toujours eu des personnes qui avaient la capacité d'apprendre de plusieurs domaines différents et de synthétiser au travers de plusieurs domaines des innovations de rupture qui nous permettaient de sortir de ces crises. Ce qui m'amène au deuxième constat. Le deuxième constat, c'est que le savoir de l'humanité, entre le début de l'humanité et l'invention d'Internet, et entre l'invention d'Internet et maintenant, a plus que doublé et suit une courbe exponentielle. Ce qui veut dire que nécessairement, l'innovation de rupture passera par une collaboration d'individus qui feront naître cette innovation. Collaboration d'individus ou d'entités regroupant d'individus. L'entreprise spiralée, je me suis posé la question, au travers de cette mission de vie, où trouver des entités capables de résoudre des problématiques. Quel type d'entité pourrait résoudre ces problématiques ? Et la réponse à cette question, c'est l'entreprise. L'entreprise est designée pour résoudre des problèmes. Elle est designée pour résoudre des problèmes pour deux raisons principales. La première, c'est qu'elle répond à un besoin, autrement dit, elle donne une solution à un problème. Et la deuxième, c'est qu'elle est évaluée par le marché sur deux composantes: sa capacité à adhérer totalement à la problématique et à répondre à la problématique, que ce soit dans l'usage ou dans le fonctionnement. Et la deuxième, sa capacité à minimiser les ressources nécessaires pour produire cette solution. Quand on cumule ces deux données, on a la profitabilité. Faire la meilleure solution possible avec le minimum de ressources possible. Donc, si je voulais accomplir ma mission de vie, il était important que j'accompagne les entreprises pour accroître leur performance. Et c'est de là que découle l'entreprise spiralée. Pour réaliser l'entreprise spiralée, je me suis d'abord intéressé à la psychologie, à l'analyse comportementale. Pour comprendre comment faire collaborer des individus ensemble, il faut comprendre leur psychologie et leur manière de fonctionner. J'ai donc fait ça au travers de la PNL, de la sémantique générale et de la spirale dynamique. Ensuite, je me suis dit, pour collaborer, on a besoin d'un vecteur de collaboration, un vecteur de communication. Je suis né à l'époque des débuts d'Internet, et Internet m'a apparu comme le vecteur parfait pour échanger de l'information et formaliser l'information. J'ai donc fait des études d'informatique, et pendant 7 ans, j'ai réalisé des systèmes d'information pour des petites, moyennes et grosses entreprises. Mais il fallait que j'aille plus loin. Alors j'ai appris l'économie, notamment l'économie de l'immatériel. Avec cette méthodologie, on peut chiffrer la capacité de création de valeur ajoutée d'une structure et l'évaluation d'entreprise, qui permet de chiffrer la profitabilité d'une structure. Après ça, je me suis intéressé aux organisations, aux techniques d'organisation. Comment les gens s'organisent pour créer de la valeur. J'ai appris d'abord les structures classiques, pyramidales, en division, en étoile, en matrice. Puis j'ai appris aussi des différentes structures innovantes, comme l'entreprise agile et libérée, qu'on entend beaucoup en ce moment. J'ai aussi vu les philosophies start-up, et j'ai synthétisé l'ensemble de ces connaissances, techniques d'organisation, analyse comportementale, informatique, etc., dans une seule philosophie, une seule approche, qui est l'entreprise spiralée. Et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Alors l'entreprise spiralée, c'est assez vaste, donc j'aimerais m'accrocher sur deux points qui me semblent essentiels, qui est d'un côté la motivation et l'implication des collaborateurs, et on va voir en quoi c'est essentiel, et de l'autre la réactivité et l'innovation. Alors, quelques métriques. Quand on regarde les dernières études, notamment l'analyse Gallup, en France, seulement 11% des salariés sont
investis et motivés dans leur entreprise. Ça veut dire que seulement 11% des salariés ont à cœur de faire croître l'entreprise. 61% des salariés sont démotivés et ne viennent dans l'entreprise que pour une rémunération. C'est ces 61% qui nécessitent un contrôle, car sans contrôle, ces personnes ne font pas leur travail ou ont tendance à vouloir y échapper. Et on a 28% des personnes qui sont hautement désinvesties et qui pratiquent ce qu'on appelle la résistance passive et qui, parce qu'ils sont en colère envers leur structure, vont mettre des bâtons dans les roues de cette structure pour éviter qu'elle bouge et qu'elle se développe. Alors en image, ça donne ça. Pour une entreprise de 30 salariés, on a seulement 3 personnes hautement motivées, 8 totalement désinvesties et le reste qui viennent uniquement pour un salaire. Et quand on voit ça, moi je me dis que c'est formidable parce qu'avec seulement 3 personnes hautement motivées, on arrive encore à être performant et à générer des bénéfices. Alors imaginez ce qu'on pourrait faire avec 5, 10, 15 ou 20 salariés hautement motivés. En plus, la démotivation, ça a un coût. Ça a un coût, dans un premier temps, par le présentéisme. La personne démotivée qui vient pour son salaire va avoir tendance à effectuer des heures pour quelque chose de personnel et qui n'apporte rien à l'entreprise, qui lui seront rémunérées. En plus de ça, on a besoin d'un dispositif de contrôle pour vérifier qu'elles font bien leur travail. Et ce dispositif a un coût. Je passe énormément de temps dans les systèmes d'information. Les systèmes d'information font à 75% uniquement du contrôle. Le deuxième, c'est l'absentéisme. Après un certain degré de démotivation, la personne commence à être absente régulièrement et absente pour du longue durée. Les dernières statistiques montrent qu'on a 24% des absences qui sont longue durée, donc supérieures à 2 semaines. Quand on a des absences longue durée, on a forcément une déstructuration de l'équipe. Personne avait du travail à faire qu'il faut redispatcher, et donc on assiste à une désorganisation qui va impacter la performance. En plus de ça, on va avoir un maintien de salaire dont l'entreprise va payer une partie pendant toute la durée de l'absence. Le troisième facteur à prendre en compte, c'est le taux d'accident du travail et de maladies professionnelles. Les entreprises payent une cotisation pour ça et elle varie en fonction du nombre de maladies professionnelles et d'accidents du travail. Et si, comme les dernières informations ont tendance à le montrer, le burn-out est reconnu comme maladie professionnelle, c'est 20% d'absences qui seront reconnues comme telles et qui vont augmenter cette cotisation pour les entreprises. Et le dernier, c'est le remplacement. Quand le salarié n'en peut plus, il va partir de la structure pour trouver autre chose ailleurs. Et le remplacement, ça va avoir un coût. Ça va avoir un coût parce qu'il va falloir se mettre en recherche d'un nouveau salarié. Il va falloir réaliser un processus de recrutement. Et il va falloir ensuite le former pour qu'il soit productif à son poste de travail. Si on prend tous ces facteurs et qu'on fait un petit exercice, on prend 2 entreprises, une entreprise lambda et une entreprise qui utilise la méthodologie de l'entreprise spiralée. On a pour une entreprise lambda un taux d'efficacité, d'après les dernières analyses, de 68% par employé. En moyenne, l'employé est efficace à 68%. Quand on augmente la motivation et l'implication, on va faire passer cette efficacité de 68 à 80%. Le deuxième facteur à prendre en compte, c'est le turnover. Le turnover, c'est le taux de roulement, donc le nombre de personnes qui entrent et qui sortent de l'entreprise. Ça varie énormément entre les secteurs, mais d'après les dernières statistiques INSEE, on varie entre 13 et 20%, ce qui nous fait une moyenne à 17% pour une PME. Avec l'entreprise spiralée, si on élimine tous les causes de départ dues à une démotivation et à une désimplication du salarié, on tombe à 5%. Le dernier facteur à prendre en compte, c'est le taux d'efficacité avant et après départ. Le taux d'efficacité avant et après départ, l'idée c'est de dire qu'une personne, avant qu'elle parte, vu qu'elle sait qu'elle va partir et qu'elle a un poste qui l'attend après, est beaucoup moins efficace qu'une personne en poste. On fait tomber le taux d'efficacité en moyenne à 50%. Après le départ, le temps que la personne s'intègre et qu'on la forme, on a aussi une période pendant laquelle il va être à 50%. Ce qui veut dire que pour une entreprise de 30 salariés, si on prend les dernières statistiques, un salarié contribue au chiffre d'affaires d'une entreprise à hauteur de 217 821 €. On arrondit à 200 000. Un salarié, c'est donc 200 000 € de chiffre d'affaires, en moyenne. 200 000 € de chiffre d'affaires avec un taux d'efficacité à 68%. Ce qui veut dire que si on passe le taux d'efficacité de 68 à 80%, on a un gain
de l'ordre de 441 000 € par an en chiffre d'affaires. Deuxième facteur à prendre en compte, c'est le turnover. Comme on a moins de personnes qui partent et moins de personnes qui arrivent, on n'a plus ce taux d'efficacité avant-après départ qui compte pour ces personnes-là. Et donc on a un gain d'environ 211 000 €. En plus de ça, on a les coûts RH. En moyenne, un salaire brut pour un salarié dans une PME, c'est 35 000 € brut. Le coût RH entre le processus de recrutement et de formation, on l'estime entre 10 et 30%. Prendre une moyenne à 20%, ce qui veut dire qu'en diminuant le turnover de 17 à 5%, on économise en coût RH 42 000 €. Si on additionne tous ces coûts, et ces coûts ne prennent pas en compte les taux d'absentéisme, ni la fidélisation client, ni l'innovation, on obtient un gain total sur les EBITDA de 694 000 €, ce qui représente à peu près un 12e du chiffre d'affaires de cette PME de 30 personnes. En parlant d'innovation, un autre chiffre sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est celui de Davichi Institute qui dit que d'ici 2030, 60% des métiers qui façonneront l'avenir n'ont pas encore été inventés. Ce qui signifie que 60% du chiffre d'affaires de 2030 n'a pas encore été inventé. D'où la capacité d'innovation est cruciale. En plus de ça, on a 2 millions d'emplois qui sont amenés à disparaître. 2 millions d'emplois, c'est un peu moins de 10% des emplois total en France, de 5%, ce qui amène du coup à 5% du chiffre d'affaires qui va être caduc d'ici 2030. En plus de ça, on a un nouveau type de concurrence qui pratique l'innovation comme personne et le taux de fidélisation comme personne, ce sont les startups. Les startups arrivent en France à grands pas. Depuis 2012, leur chiffre d'affaires cumulé a augmenté de 43% et leur effectif de 22%. Si on prend en compte le fait qu'en termes de valorisation financière, je vous ai pris 3 startups pour vous montrer quelques exemples. Uber en valorisation financière, c'est 2200 personnes et ça équivaut à Orange qui est 155 000 personnes. Ce qui veut dire qu'avec 2200 personnes, ils réalisent autant de valorisation que 155 000 personnes d'Orange. Netflix, c'est 2050 et ça équivaut à Saint-Gobain à 186 000. Et on a Airbnb qui, avec seulement 600 personnes, arrive à produire autant de valeur que Peugeot et 190 000 salariés. Quand on voit ça, on se dit que c'est des structures qui sont fortement ancrées dans la création de valeur et qui ont des capacités de création de valeur inégalées. Et donc on peut s'inspirer de leur fonctionnement pour récupérer des briques et les intégrer dans d'autres sociétés. Alors le premier point, c'est comment motiver et impliquer ses collaborateurs. À l'heure actuelle, on avait 2 gros courants. On avait des méthodologies qui, de base, soit partaient du principe que le salarié était motivé, soit le changement de méthodologie impliquait une remotivation des salariés qui durerait dans le temps. Il se trouve que ce n'est pas forcément le cas. Deuxième courant, c'est la médiation et le coaching. La médiation et le coaching apportent énormément de motivation et d'implication, mais elle est fortement personnalisée par salarié, ce qui implique d'avoir un coût énorme si on veut motiver et impliquer tous ces salariés. Donc il fallait une 3e voie. Et cette 3e voie, c'était d'arriver à factoriser la motivation et l'implication tout en gardant la personnalisation nécessaire à une motivation plus forte des collaborateurs. Et j'ai trouvé ma réponse dans la spirale dynamique. La spirale dynamique, c'est une nouvelle lentille avec laquelle on peut regarder le monde. Quand on a eu besoin d'étudier l'infiniment grand, on a inventé un télescope. Quand on a étudié l'infiniment petit, on a inventé un microscope. Quand on a étudié l'infiniment complexe, on a pris un macroscope. Et quand on va étudier le comportement humain et les interactions humaines, on utilise la spirale dynamique. Alors ça finit pas en scope, mais c'est pas moi qui ai inventé son nom. La spirale dynamique, ça a été inventé par Clare Graves, professeur à l'Union College à New York, qui était professeur en psychologie et qui enseignait énormément de courants. Jung, Freud, etc. Et il avait toujours la même question de la part de ses étudiants, c'est qu'on apprend énormément d'approches différentes, mais laquelle est la plus juste? Laquelle est la meilleure? Du coup, il est parti là-dessus, il a travaillé pendant des années, il s'est aperçu qu'on pouvait regrouper le comportement des personnes, les valeurs et les croyances des personnes en différents blocs, différents points, et au nombre de 8, et que pour chaque point, du coup, on pouvait cartographier précisément quelles étaient les croyances et les valeurs profondes.
Profonde parce que 8, ça paraît pas beaucoup. On se dit, il y a énormément de comportements différents, et 8 seulement, ça paraît un peu rédhibitoire. Mais en fait, il faut prendre en compte que le système de valeurs a 3 couches. On a des valeurs qui sont de surface, qui induisent notre comportement. On sait qu'on les a, on sait pourquoi on agit, parce qu'on a ces valeurs-là. On a les valeurs cachées, qui sont de 2 types. Soit elles sont cachées volontairement pour intégrer un groupe, parce que nos valeurs de base ne peuvent pas s'intégrer dans le groupe, et donc on modifie nos valeurs pour s'intégrer. On a les valeurs cachées inconscientes, qui sont nos moteurs internes, mais qu'on n'a pas conscientisées. Et en dessous de tout ça, on a les valeurs profondes, où c'est là où on a toutes les racines de nos comportements et de notre façon de fonctionner. Et c'est ces valeurs profondes qui ont été cartographiées dans la spirale dynamique. Alors, ils sont 3 à avoir travaillé dessus, Dunbeck et Christopher Cowan qui l'ont rejoint plus tard, et Dunbeck l'a utilisé en tant que conseiller de Nelson Mandela pendant l'apartheid pour faire la transition sans violence. Et c'est de là que la spirale dynamique a eu ses lettres de noblesse. Alors on va regarder ensemble qu'est-ce que la spirale dynamique. La spirale dynamique, concrètement, c'est ça. C'est une spirale avec différentes couleurs. Chaque couleur représente un système de valeurs et de croyances. Et ils sont dans cet ordre-là parce que chronologiquement, dans l'histoire humaine, on est passé par tous ces stades-là, dans cet ordre-là. Et dans l'évolution humaine, on passe dans cet ordre chronologique. Mais j'aime pas trop cette représentation parce que dans la spirale dynamique, il y a une chose qui est importante, c'est que chaque système de valeurs et de croyances apporte quelque chose à l'édifice et est essentiel pour un bon fonctionnement. Donc j'ai inventé ma représentation, qui est une représentation que j'ai qualifiée d'atomiste. C'est la même chose, mais on a les valeurs qui sont réparties sur des cercles. Et on va voir en détail la représentation atomiste. Dans la représentation atomiste, au centre, on a le comportement, ce qu'on fait. Autour, on a des cycles. La spirale dynamique est composée en plusieurs cycles. On a un premier cycle où chaque système de croyance ne voit que le sien. Et le deuxième cycle où on a intégré tous les systèmes de croyance et on évalue notre comportement. On passe par un système de croyance, on cible un système de croyance particulier pour établir notre comportement. Autour de ça, on a nos différents systèmes de valeurs et de croyances qu'on appelle des VMEM. Et on a des VMEM de 2 types. On a des VMEM individualistes et on a des VMEM communautaires. Les individualistes, c'est quand on est orienté sur nous et on fait passer nous en priorité sur la communauté. Les communautaires, c'est on sacrifie notre individualité au profit de la communauté. Il y a une chose à comprendre, c'est que les VMEM, on peut en avoir plusieurs. On peut se baser sur plusieurs VMEM pour se construire et agir. On aura toujours un VMEM sur lequel on a une préférence, mais en cas de problème, on peut changer de VMEM en fonction des situations. Et c'est ce qu'on peut voir là. 2 personnes qui ont des systèmes de VMEM avec des préférences sur des VMEM particuliers vont au fur et à mesure du temps, en fonction du contexte qui se présente à eux, changer de système de valeur en fonction du temps. Alors, à ce niveau-là, on va pouvoir voir chaque système de valeur, à quoi ça correspond. Et on va le voir de 3 manières. On va le voir dans l'histoire, comment le système de valeur s'est développé dans l'histoire. On va voir d'un point de vue de l'organisation, en tant que tout, parce que l'organisation a des valeurs propres, et ce système de valeurs calque fortement aussi sur la spirale dynamique, il fait découler énormément de choses. Et on va le voir aussi d'un point de vue du salarié. Et enfin, on va voir les outils que l'entreprise spiralée peut apporter à chaque VMEM pour motiver et impliquer ses collaborateurs. Le premier niveau, c'est le beige, c'est la survie. Dans l'histoire, on est homme préhistorique. Le but, c'est de satisfaire ses besoins primaires. On a faim, on a soif, on a envie de dormir. Tout est bon pour les satisfaire, on ne réfléchit pas, c'est automatique. Pour l'organisation, c'est la création de l'entreprise. Quand on crée une entreprise, la première chose qu'on fait, c'est d'essayer de survivre. Il faut faire rentrer du chiffre d'affaires et on récupère ce qu'on peut pour faire rentrer du chiffre d'affaires et pouvoir se développer. C'est la première phase. La deuxième phase, on le retrouve pour les salariés au moment où ils rentrent dans la structure. Parce que le salarié entrant dans la structure ne connaît pas du tout le fonctionnement de l'entreprise
et va se poser énormément de questions sur est-ce que j'ai le droit de faire ça, quand est-ce que je prends mes pauses déjeuner, est-ce qu'on peut fumer une cigarette, est-ce qu'on mange ensemble, est-ce qu'on mange séparément, etc. Énormément de questions du fonctionnement interne. Et pendant toute cette phase où il se pose ces questions-là, il ne peut pas être productif puisqu'il est orienté uniquement sur le présent et la résolution de ses besoins vitaux. Donc pour changer ça, on a deux outils. Le premier, c'est dans la politique de recrutement, on va annoncer clairement le fonctionnement et la philosophie de l'entreprise et on va peut-être pouvoir faire de l'immersion aussi dans l'entreprise. Mais le deuxième point que j'aimerais vraiment zoomer avec vous, c'est le livret d'accueil. Parce que le livret d'accueil est trop peu utilisé dans les entreprises et bien souvent, on n'y prête pas assez attention. Et je vais vous présenter 3 types de livrets d'accueil qui sont utilisés dans des startups et des grosses entreprises et qui ont une utilité pour intégrer justement ce salarié dans l'entreprise. Et le premier, c'est Valve. Valve, c'est une société d'édition logicielle et notamment de jeux vidéo. Et à chaque employé, il distribue ce livret d'accueil qui est décomposé en une BD de 4 ou 5 bulles, pas plus. Et je vous ai mis 2 exemples. Le premier, c'est par exemple comment on travaille sans patron. Parce qu'ils ont une philosophie de travail où il y a peu de hiérarchie. Et donc on est obligé de l'expliquer puisque le salarié ne la connaît pas forcément. Et donc on a 4 étapes simples qui résument un peu le fonctionnement, qui dit qu'on a une idée, on en parle à un collègue, le collègue approuve l'idée, on travaille ensemble et ensuite on l'envoie à la direction. Le deuxième, c'est comment se faire des amis. Et là encore 4 bulles, assez simple. On parle pendant les réunions, on parle dans l'ascenseur, on parle pendant les pauses café et surtout on parle aux toilettes. Le deuxième livret d'accueil, c'est Facebook. Facebook, dès la page de couverture, vous dit que Facebook n'a pas été designé au départ pour être une entreprise. Facebook a été designé pour accomplir une mission sociétale et cette mission, c'est de rendre le monde plus ouvert et plus connecté. Et dans les pages qui suivent, on a notamment leur mission qui est changer la manière dont les gens communiquent pour ainsi changer le monde. Et c'est expliqué directement dans le livret d'accueil. Et à partir de là, je vous en ai mis un autre pour que vous voyez, il y a tout le système de valeurs de l'entreprise et on peut savoir si ce qu'on fait rentre dans ce qu'attend l'entreprise ou non. Le troisième est assez intéressant parce qu'on n'y pense pas forcément, mais c'est lors de la fusion de Microsoft et de Nokia. Lors de la fusion de Microsoft et Nokia, Microsoft a distribué un livre à tous ses salariés et à tous les salariés de Nokia en expliquant à quel point la démarche de l'entreprise de Microsoft et celle de Nokia avaient des points communs et à quel point dans l'histoire ils ont traversé les mêmes épreuves. Et ça, c'est pour renforcer le niveau qui vient juste après et qu'on va voir tout de suite, qui est le niveau violet. Le niveau violet, c'est quand on embarque à plusieurs. Dans l'histoire, c'est à partir du moment où on a vu les premières tribus. Les premières tribus ont un fonctionnement où on va plutôt sacrifier son individualité au profit de la tribu, mais en échange, on a de la sécurité. Chacun dans la tribu a une fonction spécifique et agit pour la tribu. On considère que le monde extérieur ne comprend pas toujours, mais dans la tribu, si on reproduit les traditions, on arrive à créer, à survivre et à créer du récurrent. Pour une organisation, on le voit particulièrement dans les petites structures et les premières équipes. On va avoir un fort sentiment d'appartenance et on va retrouver des traditions. Parce que la plupart des process d'une petite équipe sont au départ orales, sont récités comme des traditions orales d'une tribu, et ils sont compris par les salariés comme un bloc et un seul tout. Elles vont être répétées sans forcément être adaptées. C'est des sociétés où la personne est capable de sacrifier pour l'entreprise parce qu'elle sait que l'entreprise lui apporte la sécurité, lui apporte son salaire et qu'elle est fortement liée à la réussite de l'entreprise. Au niveau des salariés, c'est des salariés qu'on reconnaît parce que la plupart du temps sur leur bureau, c'est des personnes qui ont des photos de leur famille ou des dessins d'enfants. C'est des personnes qui sont souvent accros aux rituels, dans le sens où ils adorent les pots de départ, les pots d'arrivée, les anniversaires, etc. Alors, c'est des personnes qui... Il y en a à peu près 10% dans la population qui ont ce VMM d'activer majoritairement, mais énormément de gens l'ont dans leurs affinités de VMM. Et pour sponsoriser
ce Venom-là, on va avoir plusieurs outils. Le premier, c'est enregistrer le passé pour piloter le présent. Pourquoi? Parce qu'on va faire apparaître les premières métriques, parce que le problème des traditions orales, c'est qu'elles sont passées, mais que l'environnement change et que la tradition est peut-être plus d'actualité. Et il faut pouvoir s'assurer que la tradition donne toujours les bons résultats, et sinon, il faut pouvoir la changer. Et pour la changer, dans un système violet, c'est souvent les anciens qui ont la capacité de changer les traditions, et ces anciens, on les retrouve dans les sociétés comme les personnes ayant le plus d'ancienneté. Donc au départ, c'est souvent le dirigeant de l'entreprise, mais pas toujours. Et c'est les personnes ayant le plus d'ancienneté à qui il faut convaincre du changement pour ensuite qu'ils se répandent dans l'entreprise. Le deuxième, c'est le rituel et symbole d'inclusion. La photo que vous voyez derrière, c'est le Futuroscope, en 2012, qui a fait d'énormes affiches. Et sur ces affiches, on peut voir la personne, son prénom, sa fonction et un descriptif de sa fonction. Pourquoi, à quoi elle contribue dans la société. Et en faisant ça, c'est énorme d'un point de vue symbolique pour ces personnes-là, parce qu'on voit visuellement qu'on appartient à la société et qu'elle nous considère en tant que telle. D'ailleurs, vous voyez que la fonction est plus grosse que le nom, ce qui renforce ce que je vous disais précédemment. La personne se sent faisant être un tout avec sa fonction. Sa fonction seule compte. Et c'est parce que sa fonction est utile qu'elle se sent utile. Et quand on va intégrer des nouveaux salariés, accrocher du coup leur photo avec leur fonction renforce ce sentiment d'appartenance. Deuxième série d'outils, le premier, c'est organiser des événements. Justement, pour renforcer ce sentiment d'appartenance, on organise les fêtes d'anniversaire, les croissants du vendredi, etc., etc. Et on peut organiser des événements particulièrement en cas de criticité. C'est des personnes, si avant une zone sensible pour l'entreprise, on a par exemple une zone de surcharge de travail, etc., il vaut mieux faire un événement avant, leur expliquer qu'on va avoir une surcharge de travail et qu'on est là pour profiter avant d'affronter la surcharge de travail. Ce genre d'événement, ça les galvanise et ça permet de tirer le meilleur d'eux-mêmes. Le dernier outil, c'est renommer les postes. Renommer les postes, ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais par exemple, vous prenez une secrétaire qui est à l'accueil. La secrétaire qui est à l'accueil va s'occuper de recevoir les gens, va répondre au téléphone, va gérer les agendas. Si vous changez son poste et vous l'appelez responsable des premières impressions, elle va faire la même chose, mais ça implique énormément de choses d'autres. Ça implique par exemple de sourire à la personne, de sourire quand on répond au téléphone, de tout de suite essayer d'imposer la meilleure impression directement au premier contact. Un deuxième exemple, c'est par exemple le SAV. Souvent on les appelle des techniciens ou des techniciens en résolution de problèmes. Le problème de cet intitulé, c'est qu'on focalise sur la résolution de problèmes et que si le problème est insoluble, à ce moment-là, la personne ne sait pas le traiter et ne sait pas comment traiter la personne. Alors que si on renomme le poste en responsable de la fidélisation cliente, alors la problématique n'est plus ce qui importe, mais c'est la manière dont la personne va percevoir le service. Donc on va l'aider, bien sûr, mais on va veiller à ce qu'elle soit heureuse du service qu'on lui rend et qu'elle soit toujours contente de la prestation du client, de notre entreprise. En plus de cela, s'il n'y a pas de résolution si le problème n'est pas soluble, il va quand même traiter la personne et essayer de la fidéliser au maximum. La prochaine couleur, c'est le rouge. Après avoir le système tribal, on se rend compte que les ressources sont limitées, qu'on est beaucoup de tribus et qu'il va falloir aller à la conquête des ressources et peut-être même guerroyer avec quelques autres tribus. C'est la naissance des guerriers. C'est à peu près 20% de la population et c'est des personnes qui sont très dans l'individualité, énormément dans le présent et qui vont poursuivre des objectifs de court terme et qui vont avoir énormément... Les valeurs profondes, c'est la conquête et le pouvoir. Pour l'organisation, c'est la phase d'expansion de l'entreprise et souvent, la typologie d'organisation qu'on trouve pour le rouge, c'est des organisations où on va avoir un découpage
géographique. On va avoir le service nord-ouest, sud-ouest. Dedans, on va avoir un découpage en régions. Et chaque région va avoir un chef commercial qui va s'occuper d'aller conquérir le territoire. Pour les salariés, c'est des salariés qui sont du coup très orientés présents, qui ont un cœur d'être héroïques et d'avoir du pouvoir. Mais c'est des salariés qui sont très intéressants parce qu'en fait, c'est des salariés qui n'ont pas peur des défis et pas peur d'affronter des choses insolubles. Parce que si on affronte des choses insolubles et qu'on réussit, alors on a une reconnaissance énorme de la part de nos confrères, mais aussi de nous-mêmes. On a réussi à faire quelque chose d'héroïque. Et pour stimuler ça, on a deux outils. On a d'un côté les médailles et de l'autre côté les faits d'armes. Les médailles, le principe, c'est de donner des objectifs de court terme. Et quand on atteint ces objectifs de court terme, récompenser avec une médaille, qui peut être virtuelle ou physique. Ça paraît rien comme ça, mais Salesforce l'a mis en place en 2012 pour sa fonction commerciale. Vous aviez des médailles électroniques à chaque fois que vous remplissiez un objectif, et ces médailles, vous pouviez les partager sur le réseau interne de l'entreprise. En mettant en place ça, ils ont eu plus 30% de chiffre d'affaires. Le deuxième, c'est l'effet d'armes. L'effet d'armes, l'idée, c'est que la personne, quand elle a affronté quelque chose de complexe et qu'elle a réussi à sortir vainqueur de cette situation, elle puisse le raconter, en faire un récit, qu'il soit sur un blog ou papier, et que ce récit, du coup, d'une, ça va lui apporter de la reconnaissance, puisqu'il va pouvoir le diffuser et expliquer, du coup, à quel point ce qu'il a fait était super, et de deux, ça permet la diffusion du savoir de cette personne. En racontant comment elle a fait, les autres pourront s'inspirer, et ainsi on augmente notre capacité à résoudre des problématiques complexes. Ce qui nous fait arriver à la prochaine couleur, le bleu. Dans le bleu, il naît parce que, problématique du rouge, c'est que, comme c'est la loi du plus fort qui gouverne, on a toujours une remise en cause de qui est le chef dans la structure. Chacun va essayer de prouver sa valeur, et quand il a prouvé sa valeur, on va essayer de destituer le plus fort qui était à la place au-dessus. Le problème, c'est que ça consomme énormément d'énergie en interne. Il y a une dissipation d'énergie énorme, plus la structure s'agrandit. Donc pour mettre fin à tout ça, le bleu apparaît. Il apparaît et il propose en gros une vérité ultime. Donc dans l'histoire, c'est l'apparition des religions. Et le plus beau passage qu'on ait du rouge au bleu, c'est la royauté. Parce qu'à la royauté, c'est plus le plus fort, c'est Dieu qui donne le pouvoir au roi. À partir de là, il n'y a plus de discussion possible. On ne peut plus prendre sa place. Donc on a l'apparition des premiers statuts qui apparaissent. C'est des personnes qui sont orientées sur le sacrifice et le salut. L'idée, c'est de dire, c'est pas grave si je fais des choses qui ne me plaisent pas maintenant, parce que j'aurai une récompense plus tard. Dans les religions, on retrouve avec le principe du paradis. Dans l'organisation, ça donne des structures qui cherchent la pérennité et l'uniformisation. On cherche à structurer. C'est l'apparition des premières normes et processus. À partir de là, on va structurer notre façon de faire et on va uniformiser notre façon de faire parce qu'on va chercher, comme il y a une vérité ultime, c'est soit bien, soit mal. Et on va chercher le meilleur. On va chercher à être bien partout. Donc on va chercher à faire des meilleurs process possibles et les meilleures normes qui vont nous permettre d'atteindre la vérité ultime. Alors il y a énormément d'organisations qui sont rouge-bleu ou bleu-orange, le niveau qu'on verra après. Et du coup, je me permets de pousser le concept jusqu'au bout. Et en fait, la problématique du bleu, c'est une structure qui est très utile du coup pour pouvoir scaler, on verra après, pour pouvoir s'agrandir, parce que si on a des normes et des process, c'est facilement répétable et donc on peut embaucher plusieurs salariés pour faire la même chose. Mais le problème, c'est que si on focalise trop sur cette couleur, on obtient en fait une structure qui va se scléroser, qui ne va plus bouger dans le temps. Puisque si on doit caler à quelque chose qui est forcément juste, et à un moment donné, on atteint la justesse et on ne bouge plus. Or, l'environnement évolue.
Et le plus gros exemple qu'on peut trouver pour ça, c'est les pyramides d'Égypte. Les pyramides d'Égypte ont été conçues pour être pérennes et durer le plus longtemps dans le temps. Mais à l'heure actuelle, qui utilise encore les pyramides? Personne. Parce que trop de bleu a fait que la structure ne s'est pas adaptée aux besoins qui ont changé, et donc c'est sclérosé, et existe, mais ne crée plus le maximum de potentiel de performance. Pour une organisation, pour un salarié, en bleu, c'est des personnes qui sont très vigilantes sur le respect et les moyens. On est orienté tâche, on est orienté moyen. Est-ce que le moyen qu'on utilise est le bon ou pas? C'est des personnes qui sont très loyales et qui, par leur loyauté, espèrent une récompense en passant au statut du dessus. Alors on a deux outils pour utiliser le bleu et le motiver. Le premier, c'est la mise en place des normes et processus, parce qu'on a un côté magnifique du bleu, c'est que grâce à ça, on peut scaler. C'est-à-dire que pour scaler, c'est souvent utilisé pour les startups, c'est de dire qu'à un moment donné, comme on a de plus en plus de clients, il faut qu'on grossisse, et pour grossir facilement, les normes et les processus sont un outil merveilleux. Parce qu'on peut augmenter le nombre de salariés, on leur donne les process à réaliser, et on peut en mettre 10, 15, 20, c'est la même chose. Le deuxième, c'est la capitalisation de la connaissance. C'est des personnes qui adorent catégoriser et archiver, et donc on peut se servir du bleu pour capitaliser toute la connaissance de l'entreprise, et toutes ses réussites et tous ses échecs. Je vais vous donner deux exemples, un pour l'échec, un pour la réussite. Capitaliser la réussite, on a une structure au Danemark qui réalise des prestations médicales, notamment pour les personnes âgées, qui viennent leur faire des soins à domicile. Cette structure est payée par le gouvernement, par leur sécurité sociale, et la profitabilité de cette structure est conditionnée sur le fait que moins ils ont besoin d'intervenir, et plus ils sont profitables. Parce qu'ils vont toucher une rémunération constante, et moins ils ont besoin d'intervenir, moins ils ont de coûts, et donc plus ils ont de profit. C'est structuré par petites équipes. Et une des équipes, à un moment donné, s'est posé la question, on a beaucoup de fémurs cassés, de bras cassés chez les personnes âgées, si on fait venir un kiné pour qu'il les éduque en prévention, on ferait diminuer du coup le nombre de chutes et on augmenterait nos bénéfices. Ils ont fait venir un kiné et effectivement ça a marché. À partir de là, ils ont expliqué leur fonctionnement sur le blog interne et toutes les autres équipes ont pu lire leur fonctionnement. Certains l'ont adopté tel quel, d'autres l'ont adapté et d'autres encore n'ont pas trouvé l'idée suffisante pour leurs clients à eux et ne l'ont pas adopté. Mais grâce à ça, on a pu factoriser cette réussite et la disperser dans toute l'entreprise. La capitalisation de l'échec, elle est aussi importante parce qu'on a... Je vais vous donner un exemple. L'échec, en fait, est toujours en fonction d'un espace problème donné. L'échec est toujours en fonction du contexte dans lequel on a essayé. Je vais vous donner un exemple, c'est une start-up qui s'appelle City Servant, qui avait... Leur but, c'est de vous leur demandez qu'ils vous amènent quelque chose, ils vous l'amènent. Vous leur demandez d'acheter une chemise et de vous l'amener, ils vous l'amènent. Vous leur demandez un bouquet de fleurs, ils vous l'amènent, etc. Ils se sont lancés au départ par téléphone, et ça n'a pas marché. Après, avec les mobiles, ils se sont lancés par SMS. Ça n'a pas marché non plus. Après, ils se sont lancés avec la vague Internet sur un site Internet. Ça n'a pas marché non plus. Et la dernière tentative qu'ils ont fait, c'est par application smartphone. Et là, ça a été un phénomène ultime. Ils ont eu une croissance de fou par smartphone parce que le smartphone était l'usage qui était parfait pour véhiculer ce genre de service. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend de ces trois échecs et de cette réussite? C'est que justement, l'échec était un échec parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ce service-là. Et donc, c'est intéressant de pouvoir capitaliser les échecs pour vérifier si le contexte actuel n'a pas changé et si l'idée qu'on avait au départ n'est pas meilleure maintenant avec le nouveau contexte. On arrive au niveau suivant, qui est le orange. Le orange, c'est la course à être le meilleur, la course au succès. On estime qu'il y a 30% de la population qui est orange, et il vient de la nécessité à s'adapter à l'environnement. On se rend compte que le monde n'est pas forcément binaire, et qu'il y a des
Des process qui peuvent nous paraître une bonne idée, mais que dans la pratique, au moment où on réalise ce process, il n'est pas forcément adapté. Et il nous faut plus de latitude. C'est à partir de là où on va voir les raisonnements apparaître. C'est donc dans l'histoire l'avancée de la science. On va remettre en cause la vérité ultime et on va chercher à raisonner pour savoir quel est le meilleur. Et on va optimiser sans cesse, avec ces nouvelles connaissances, la manière dont on appréhende le monde. Les valeurs fortes, c'est la science d'une part et le matérialisme. C'est des personnes qui ressentent le bonheur fortement associé aux valeurs matérielles. Plus elles ont d'objets, plus elles accumulent d'objets, et plus elles se sentent heureuses. Dans une organisation, c'est des organisations très stratégiques. Le Orange pense à long terme et moyen terme. On voit le monde comme plein d'occasions à saisir et l'organisation, on va briser les silos qu'on avait dans l'organisation bleue et on va revenir à une organisation plus orientée projet. Et on va donner plus de latitude au projet. On va voir dans les outils comment on met en place ces projets. Pour les salariés, l'important, c'est d'être le meilleur. Ce qui compte, c'est le résultat. On a une phrase qui revient souvent, c'est la fin justifie les moyens. On est orienté résultat et on met les moyens qu'il faut pour atteindre nos résultats. On recherche une liberté d'action qui va nous permettre de mener à bien notre projet. Et on est très orienté projet. Alors les outils pour motiver et impliquer ces personnes, on a dans un premier temps les objectifs moyens et long terme, on a la mise en place de stratégies. C'est là où on va voir apparaître le big data et tout ce qui est outils prédictifs, qui vont être fortement utilisés par ce niveau de couleur. On va voir de l'autre côté, on va s'axer projet, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des équipes qui vont réunir plusieurs domaines de compétences dans un projet commun. Et on va multiplier ces équipes en fonction du nombre de projets qu'on doit lancer pour atteindre notre stratégie. Deux outils importants. Le premier, c'est la gamification. La gamification, notamment sur les tâches à faible valeur ajoutée. La gamification, on a du coup tout ce côté stratégique qu'on peut mettre en œuvre très facilement dans la gamification. On a un côté récompense qui est présent aussi dans la gamification. Et en fait, l'idée, c'est de dire que quand vous regardez le monde actuel, vous avez des centaines de millions de personnes qui jouent à Candy Crush. Candy Crush, c'est des tâches hautement répétitives. Vous déplacez des blocs pour faire des séries de 3 ou 4 qui disparaissent. Et pourtant, tout le monde, ces centaines de millions de personnes se connectent plusieurs fois par jour pour le faire. Ce qui prouve que la gamification, on a un vecteur de motivation et d'implication énorme. Si on met en place des stratégies qui sont utilisées dans les jeux vidéo et qui ont été prouvées par les neurosciences, on peut facilement motiver et impliquer les oranges qui sont dans cette compétition et dans cet accès à l'objectif. Le deuxième, c'est la coopétition. La coopétition, l'idée, c'est d'implanter les lois du marché à l'intérieur de l'organisation. Au lieu d'avoir, par exemple, un énorme service RH, on va scinder le service RH en plusieurs petites équipes, de 30 à 100 personnes. Ces petites équipes vont avoir une philosophie, une façon de faire différente. Elles vont voir la manière de réaliser leurs tâches différemment. Et quand on va avoir besoin des fonctions du RH, l'équipe va pouvoir sélectionner quelle équipe de RH elle veut utiliser. Et par cette sélection naturelle, on va sponsoriser les équipes qui ont la meilleure solution possible pour répondre à la problématique, du moins qui colle à la problématique des équipes en interne. Et on va pouvoir, comme ça, sélectionner l'équipe qui propagera sa manière de faire aux autres. Elle va pouvoir expliquer comment elle fonctionne et la propager aux autres équipes qui pourront reproduire le fonctionnement. Ce qui nous permet de tester énormément de façons de fonctionner et de les mettre en compétition. Et la compétition nous dira laquelle est la meilleure et laquelle on pourra répliquer.
L'avant-dernier niveau, c'est le vert. Le vert apparaît parce qu'à un moment donné, à force de courir vers être le meilleur, on en laisse beaucoup sur la touche, d'une part, et de deux, on s'essouffle énormément. On s'essouffle énormément parce qu'il faut produire énormément d'énergie pour être le meilleur, et il y a un moment donné, et ça concerne à peu près 10% de la population et c'est en nette augmentation, on a besoin de revenir à l'instant présent, et l'important c'est de se sentir bien là où on est, dans ce qu'on fait, et avec les autres avec lesquels on travaille. C'est des personnes qui sont énormément communautaires, qui ont une pensée relativiste. On s'en fiche de savoir ce qui est le meilleur ou pas. Ce qui est important, c'est comment on ressent la façon dont on le fait. Et on va essayer de maximiser le ressenti qu'on a en faisant les choses. Pour une organisation, on a déjà quelques organisations qui fonctionnent en vert. L'idée, c'est de donner du sens aux actions et énormément s'axer sur la collaboration. On va réintégrer le droit à l'erreur. On va conserver ce côté amélioratif, mais on ne va plus faire la course au succès, on va faire la course au bien-être, et on a le droit de se tromper, c'est pas grave. C'est des structures souvent flat, il y a très peu de hiérarchie, la hiérarchie est assez ténue. Et comme l'important là-dedans, si vous voulez, cette structure peut libérer énormément d'innovation. Parce que les personnes, la neuroscience ont prouvé qu'on pouvait être créatif uniquement si on se sent bien. Et comme ces personnes sont fortement axées sur le bien-être, forcément, elles sont naturellement plus créatives. Et on le voit par exemple, si vous voulez, c'est des entreprises verts ont créé par exemple l'économie, ce qui est une technique de réduction de l'usage des ressources par l'écologie. Il y a des entreprises comme ça qui ont arrêté de payer leur facture de gaz et qui ont diminué par 2 leur électricité, en mettant en place des systèmes d'épuration en interne, en brûlant leurs déchets dus aux plantes qui épuraient, etc. Ils ont tout un cycle comme ça qui leur permet de réduire un maximum leurs coûts. Donc ils ne sont plus forcément dans la course à la réussite, mais par contre, comme ils sont dans la course au bien-être et dans la diminution des ressources, ils sont extrêmement profitables aussi. C'est là où on va retrouver aussi l'économie circulaire et l'économie d'usage. Pour un salarié, c'est des personnes qui veillent à se sentir bien au moment présent, qui sont toujours dans la bienveillance et le partage. Leur motivation principale, c'est la qualité de leur contribution. Ils veulent contribuer le plus possible à une cause qu'ils estiment juste. Comme ils ont extrêmement d'empathie, vu qu'ils accordent extrêmement d'importance avec les émotions, ils sont idéaux pour entrer en empathie avec le client et donc fidéliser le client. C'est des personnes qui vont prendre à cœur de comprendre le client et de comprendre la manière dont il réagit et de faire en sorte que cette personne se sente le mieux possible. Donc on a forcément une fidélisation client qui augmente. C'est des personnes qui aiment partager, qui sont bienveillantes et qui sont orientées solutions. Donc elles sont parfaites pour l'intelligence collective. Donc les outils en vert. Premier outil qu'on a, c'est inverser la pyramide managériale. Alors ça peut faire peur comme ça, de se dire qu'on inverse la pyramide managériale, mais en fait on passe d'une relation de pouvoir à une relation de monopole. Puisqu'en fait la personne qui a les compétences pour avoir les stratégies sur l'entreprise est la seule qui peut le faire, et donc est monopolistique sur cette fonction-là. Il n'y a qu'elle qui peut le faire. Vous allez retrouver comme ça chacun son domaine de compétences et ce qu'elle apporte à l'entreprise. Donc, la pyramide est effectivement inversée, mais ça n'empêche pas d'avoir autant d'importance dans l'organisation. Le deuxième, c'est la raison d'être. La raison d'être, c'est de dire que la mission de l'organisation doit être formulée de telle sorte à ce qu'elle soit positive et qu'elle libère l'individu de quelque chose qui le contraint. Ça peut être des petites choses. Vous pouvez, quand vous construisez des robinets, vous libérez l'individu d'aller chercher de l'eau à une source. Mais de voir votre mission d'entreprise de cette façon-là, ça permet à la personne de sentir l'importance de ce qu'elle fait. Et quand elle sent l'importance de son action,
elle va démultiplier, elle va être hautement motivée. C'est des personnes qui sont motivées par l'importance de l'action qu'elles réalisent. Vous pouvez aussi vous servir des clients importants que vous avez. Et par leur intermédiaire, par exemple, j'ai discuté avec un chef d'entreprise qui faisait des fibres optiques. Il se trouve qu'en client, il a la NASA, entre autres. Et donc de dire qu'en faisant des fibres optiques de meilleure qualité, on pouvait envoyer des satellites dans l'espace, ça a fortement motivé tous les verts qu'il y avait dans sa structure. On va s'appuyer sur l'intelligence collective. Alors pour l'intelligence collective, j'ai deux petites anecdotes. Donc dans l'intelligence collective, on va retrouver le brainstorming par l'absurde, la théorie des 6 chapeaux, etc. On a énormément de méthodologies qui rentrent là-dedans. Et j'ai deux anecdotes. La première, c'est Walt Disney. Walt Disney utilisait énormément l'intelligence collective. Et quand il a ouvert son premier parc d'attractions, il y avait une attraction qui s'appelait Pirates des Caraïbes. Et la veille de l'ouverture du parc, Walt Disney monte à l'intérieur, il y avait tout le comité de direction qui était là, entre dans l'attraction, fait l'attraction, ressort, tout le monde lui demande alors comment vous avez trouvé cette nouvelle attraction, et il dit, il manque un truc, c'est pas parfait, il manque un truc, l'expérience utilisateur n'est pas encore au point. Il va réunir l'ensemble de ses collaborateurs, y compris les intérimaires, dans une salle. Il va dire, voilà, cette attraction, il manque quelque chose, je sais pas quoi, mais on ne sortira pas d'ici tant qu'on ne l'a pas trouvé. Et au bout de quelques heures, il y a un balayeur d'origine d'Amérique du Sud qui va lever la main et qui va dire « Moi, dans mon pays, quand on est dans des conditions comme ça où il fait très chaud et humide, on a des lucioles. » Et là, Walt Disney va dire tout de suite « C'est ça, il nous manque les lucioles, c'est pour ça que c'est pas suffisamment réaliste. » Il va faire venir des vraies lucioles pendant toute la durée où ces chercheurs vont fabriquer de synthèse pour alimenter l'attraction et ainsi ouvrir à temps. La deuxième anecdote, et bien sûr, il a connu le succès qu'on connaît aujourd'hui. La deuxième anecdote, c'est une société dans la côte ouest des États-Unis qui fait du transport ferroviaire. C'est une société qui avait énormément de problématiques financières. Elle était au bord de la faillite et parce qu'elle avait des trains qui déraillaient énormément parce que la qualité de ses rails commençait à défaillir et qu'ils n'avaient plus de quoi rénover ces rails. Ils ont fait une intelligence collective et ils ont sorti une solution qui était de mettre des capteurs sur le train pour vérifier la qualité des rails en temps réel et ralentir si la rail était en mauvais état. En mettant ça en place, ils ont diminué drastiquement les taux de déraillement, ils ont augmenté du coup leur taux de fidélisation cliente, ils ont pu repasser profitables. Et ensuite, la question s'est posée, est-ce qu'on rénove les rails, non pas pour survivre, mais pour augmenter la rapidité de livraison. Le deuxième, c'est de prendre en compte les émotions. Et là, on va passer d'un système de management à un système de leadership. En d'autres termes, on va passer d'un système où on donnait des ordres et des directives à un système où on va persuader, négocier et impulser le salarié vers l'objectif. On va faire en sorte que le salarié prenne plaisir à faire cette tâche et comprenne la nécessité de faire cette tâche pour qu'il la fasse. Un autre outil, c'est de libérer les locaux. On voit énormément de free space dans ces entreprises arriver. Bon, certaines entreprises industrielles ne font pas de free space, mais elles réorganisent quand même les locaux de l'industrie pour faire entrer plus de lumière, par exemple, ou avoir de plus belles vues. Et dans ces locaux en free space, on va pouvoir en fait s'adapter en fonction de ce qu'on doit réaliser aujourd'hui. Si j'ai besoin de faire une réunion à 5 personnes, ben je vais m'installer quelque part. Si j'ai besoin juste de recevoir une personne, je vais peut-être me mettre dans un point plus intimiste. Aujourd'hui, j'ai envie de travailler en voyant le soleil, je vais me placer près de la fenêtre, etc., etc. Et donc, du coup, de choisir le lieu le jour même, ou même de changer pendant la journée, ça permet de toujours prendre plaisir à ce qu'on fait et toujours être dans les meilleures conditions pour être le plus productif possible. Un autre outil, c'est la suppression des privilèges, parce que c'est des personnes qui ne supportent pas les écarts qu'il peut y avoir entre les personnes. Et notamment le fait d'avoir un grand bureau privatif, etc. C'est des privilèges qui sont très mal vus par cette catégorie de personnes. Et ce qu'on peut faire, c'est non pas de les supprimer, parce que c'est un moteur très intéressant pour toutes les autres couleurs, on va les dématérialiser le plus possible. On va donner des récompenses avec des services, plus qu'avec des objets.
Donc soit vous allez avoir des récompenses, par exemple, qui vont être des voyages, ce genre de choses, qui du coup ne seront pas visibles techniquement dans l'organisation, et ces personnes-là ne les verront pas forcément. Ou si elles les voient, elles ne seront pas forcément beaucoup impactées parce que ce n'est pas là tout le temps devant leurs yeux. Ce qui nous fait arriver au dernier niveau, le jaune. Le jaune, on est sur le deuxième cycle. L'idée du coup, c'est de dire qu'il n'y a pas un bon ni un mauvais fonctionnement parmi tous ceux qu'on a vus. Chacun est utile, chacun apporte quelque chose, et l'idée c'est de les utiliser tous. C'est des personnes qui sont mues par l'enthousiasme. Et Steve Jobs disait notamment une célèbre citation qui était « Tous les matins je me lève, je me regarde dans le miroir et je me demande est-ce que ce que je fais m'enthousiasme. Sinon, c'est qu'il faut que je change quelque chose. » Et c'est quelqu'un qui était extrêmement mu par cette envie de créer des choses et de prendre plaisir à faire ces choses-là. Pour l'organisation, ça donne un modèle où l'idée, c'est de pouvoir contribuer à l'ensemble. On a une grande mission de vie, une raison d'être qui nous est héritée du verre, et pour réaliser cette raison d'être, on va du coup se structurer en prenant en fait des personnes et en leur donnant libre cours à leur volonté, pour qu'elles développent leur propre mission qui est en rapport avec la nôtre. Et on va juste lui donner les moyens de le faire. Donc pour donner ça en image, c'est l'armateur, si vous voulez. L'armateur, c'est la personne qui a une flotte de bateaux et qui va donner les moyens à ces bateaux d'aller à destination. Il va les équiper en équipage, etc. Et le capitaine de ce navire va pouvoir l'emmener d'un point A à un point B en prenant la direction qu'il veut. Et c'est un peu ce système-là qu'on applique dans l'entreprise. C'est des entreprises qui sont énormément probabilistes. C'est-à-dire qu'elles prennent en compte que telle chose est en relation avec telle chose ou que telle chose peut nous apporter telle chose dans une stratégie à plus long terme, mais elles prennent en compte aussi qu'il y a un pourcentage de chances pour que ça échoue et qu'il y a un faible pourcentage de chances pour que d'autres choses réussissent. C'est des entreprises qui ont intégré le principe du signe noir. Le signe noir, l'idée c'est de dire que pendant très longtemps on a dit tous les signes étaient blancs. Et c'était vrai, jusqu'à ce qu'on découvre un signe noir. Ça avait une très faible chance d'exister, mais on en a trouvé en Australie. Et c'est là-dessus aussi que le jaune mise. C'est que c'est pas forcément très probable que ça existe, mais ça peut exister. Et on peut miser dessus si la récompense qu'on a au bout vaut le coup. Pour les salariés, ça donne des gens qui sont énormément portés par l'enthousiasme, qui voient le monde en systémique, c'est-à-dire qu'ils voient le monde en entités reliées les unes aux autres, avec des probabilités de s'attacher à l'une ou à l'autre, et des probabilités de donner tel ou tel résultat. C'est des personnes qui intègrent toutes les autres couleurs, et qui du coup vont moduler leur comportement en fonction de la couleur qui permet d'atteindre le meilleur résultat possible dans le contexte donné. Les outils pour le jaune, le premier, c'est qu'on ne va plus fédérer par le haut ni par le bas. On va avoir des cercles, des équipes qui vont réaliser leur mission et on va mettre en commun des moyens. On va mettre en commun la compta, la RH, le service informatique, etc., qui sont des briques que tout le monde va utiliser pour accomplir leur mission. Ça donne, à la tête de chaque équipe, on va avoir des intrapreneuriats. C'est comme des entrepreneuriats, mais en interne à l'organisation. Énormément de générations Y et Z sont dans cette philosophie-là, et c'est pour ça qu'on voit un regain d'énergie vers les startups. Énormément de générations Y et Z créent des startups. Elles créent des startups parce qu'elles ne voient pas comment elles peuvent réaliser la mission qu'elles se sont fixées dans les entreprises actuelles, mais elles n'ont pas envie spécialement d'aller se confronter au marché, d'aller se confronter en tant que start-up, où on est seul face au monde. C'est pas ça qu'elles ont envie. Elles ont simplement envie de réaliser leur mission et qu'on leur donne les moyens de réaliser cette mission. Et comme personne ne leur donne les moyens, elles créent des startups. Et donc en faisant de l'intrapreneuriat, on peut récupérer ces personnes qui ont une vocation à réaliser une mission, on peut les récupérer à l'interne de l'entreprise,
leur apporter une sécurité par le salariat et leur permettre de développer leur activité au sein de notre organisation. Pour finir, on pourrait comparer, sur ce premier point, on pourrait comparer les différentes couleurs avec des moyens de produire de l'énergie. Vous avez le premier, c'est le beige. Le beige produit pratiquement pas d'énergie. Si on devait faire un parallèle, ce serait du piézoélectrique. On appuie dessus, on a quelques millivolts qui sortent. Le deuxième, c'est la batterie. Le violet, c'est la batterie. On peut tirer de l'énergie, mais il va falloir le recharger par des rituels et par ce sentiment d'appartenance. Après, on a le rouge. Le rouge, c'est la dynamo. On a de l'énergie tant qu'on est dans l'action et tant qu'on continue d'avancer. Le bleu, c'est le moteur à explosion. Parce que le bleu a cette notion de piston. Au départ, le bleu est très performant, puis il va se scléroser petit à petit et devenir de moins en moins performant, jusqu'à un moment donné où une révolution éclate. À ce moment-là, un nouveau bleu apparaît, qui recolle de nouveau à l'environnement, et il va petit à petit se scléroser. On a ce mouvement de piston qui monte et qui descend. Le orange, c'est le nucléaire. C'est énormément d'énergie, mais ça produit énormément de déchets. Et les déchets, c'est des personnes en burn-out. Un burn-out, on a vu que ça coûtait pour l'entreprise, et un burn-out, une personne va mettre plus de 2 ans à s'en remettre. Et en plus de ça, c'est des personnes qui vont être hautement contaminantes pour l'entreprise, puisqu'elles sont démotivées et désinvesties et qu'elles commencent à pratiquer de la résistance passive, qu'en plus elles ne vont pas forcément être de bonne humeur en venant dans l'entreprise, ça fait un poids pour les autres qui essayent d'avancer. Et petit à petit, ils vont se démotiver, et donc on a cette notion de fission nucléaire où on va créer du déchet nucléaire au fur et à mesure. Le vert, c'est l'énergie renouvelable. On produit énormément d'énergie tant que les conditions sont favorables. Dès que les conditions disparaissent, l'énergie s'arrête. Et enfin, le jaune, c'est la smart grid. On va utiliser tous ces systèmes d'énergie, on va simplement choisir lequel est le meilleur au moment où on en a besoin. Pour réaliser telle tâche, peut-être qu'il vaudra mieux une dynamo, peut-être que pour réaliser telle tâche, on va utiliser du vert, etc. L'idée, c'est de dire qu'il n'y a pas une couleur mieux qu'une autre, elles sont juste plus ou moins productives en fonction du contexte donné. Donc on va fédérer toutes ces couleurs vers un même but, mais on va simplement l'exprimer différemment en fonction de la couleur pour coller au mieux aux croyances et aux valeurs de la personne. On va ainsi pouvoir tirer parti de l'individualité de chacun et la mettre au profit du but commun. La deuxième question que je me posais était comment accroître la réactivité et la souplesse, qui était un vecteur important parce que énormément de startups utilisent le manque de réactivité des structures actuelles pour s'insérer. Entre le moment où on détecte un problème, le moment où il va remonter, le moment où on va prendre une décision, le moment où on va implémenter la décision et où elle sera effective, il y a un temps énorme qui apparaît et pendant tout ce temps-là, les clients sont frustrés et si une personne propose une meilleure solution, ils vont se diriger vers cette solution-là. Et donc c'est important d'accroître la réactivité pour conserver une fidélisation cliente importante et toujours coller à la problématique qui va changer en fonction de l'environnement. Et la réponse, c'est l'holacratie. L'holacratie, c'est un nouveau paradigme organisationnel qui permet d'être hautement adaptatif et de pouvoir intégrer toutes les spécificités qu'on a vues précédemment, et hautement réactive et imprenante pour du coup coller parfaitement à la fidélisation cliente et s'adapter aux changements de problématiques. C'est une structure organisationnelle très simple et explicite, où tout est dit. Ça rend obsolète les jeux politiques et de subordination. On va avoir une constitution dans laquelle on va pouvoir avoir le fonctionnement et elle va être suffisamment adaptative pour ne pas avoir besoin de contourner des obstacles ou des personnes qui ont un contrôle sur tel ou tel domaine pour pouvoir fonctionner. Elles s'adaptent aussi vite que le changement lui-même, elles sont designées pour ça. Et ça crée un environnement permettant l'autonomie et la libération du potentiel. Pour ça, ça s'appuie sur 4 piliers. Le pouvoir constitutionnel. L'holacratie fonctionne avec une constitution dans laquelle tout le fonctionnement de l'organisation est explicite et expliqué,
est signé par tous les collaborateurs. On a donc les mêmes règles pour tous. On a un concept d'organisation qui est axé sur la raison d'être et la mission de l'entreprise. On a une structure organisationnelle qui permet d'organiser le travail et non plus les personnes. On va organiser des rôles et non plus des personnes. Et une personne va pouvoir avoir plusieurs rôles dans l'organisation et un rôle va pouvoir avoir plusieurs personnes qui le réalisent. On va donc s'orienter travail. On va avoir le dernier pilier qui est un pilotage dynamique qui inclut 3 types de réunions, stratégiques, de gouvernance et opérationnelles. On va voir après à quoi ça correspond. C'est une structuration en cercle, d'où son nom, c'est une structuration holarchique. L'idée c'est d'avoir des cercles imbriqués les uns dans les autres. On a des cercles et des sous-cercles. Chaque cercle va avoir une mission et des redevabilités à remplir. On va voir après qu'est-ce que c'est. Et dans ces cercles-là, on va retrouver des rôles qui auront aussi une mission et des redevabilités à remplir. Ces cercles peuvent s'imbriquer les uns dans les autres indéfiniment. Et pour chaque cercle ou chaque rôle, on a 3 axes principaux. Le premier, c'est la mission. À quoi répond ce cercle ou ce rôle? Le deuxième, c'est le domaine. Sur quelles ressources agit ce rôle ou ce cercle? Il peut y en avoir plusieurs. Une personne qui ferait du développement informatique agirait sur le parc informatique et plus précisément sur tel type de solution, le site internet par exemple et tel autre. On pourrait avoir telle machine dans une industrie industrielle, on pourrait avoir un cercle qui s'occupe uniquement d'une machine et donc dans son domaine d'activité on aurait cette machine. Et enfin, les redevabilités, c'est ce qu'on doit faire pour réaliser notre mission. C'est les différentes tâches qu'on peut nous demander de réaliser. Ça nous donne un découpage clair. On a une mission dans laquelle on va avoir des redevabilités pour remplir cette mission, qui sont des tâches qu'on doit réaliser. Dans ces redevabilités, on va avoir des projets. Pour réaliser telle ou telle tâche, on va avoir besoin de réaliser un projet complexe qui demande plusieurs actions, ou simplement une action directement. Et de par la mission, on peut avoir des actions qui sont réalisées en autonomie pour remplir cette mission-là. Ce qui nous donne, d'un côté, mission redevabilité, ça nous donne une définition du rôle, et donc de la gouvernance. Et projet et action, ça nous donne l'expression du rôle, et donc le côté opérationnel. Le moteur de tout ça, c'est la tension. La tension, c'est quand on fait notre travail, on va avoir à un moment donné des problématiques qui vont surgir. Je ne peux pas faire ça comme je veux. Tiens, là on m'a demandé quelque chose que je ne peux pas faire. Là, je dois remplir telle tâche, mais elle n'est pas forcément utile, etc. Toutes ces petites tensions qu'on rencontre dans notre travail et qu'on sait capter. L'humain est très habile là-dessus pour capter toutes ces petites tensions et toutes les petites choses qui ne vont pas dans le bon sens. Et on va utiliser ces tensions pour modifier l'organisation en permanence. On va les utiliser avec 3 réunions. On va voir, premièrement, la réunion stratégique. La réunion stratégique va être faite en général par le premier cercle, le cercle qui a la mission d'entreprise le plus élevé, du coup, qui inclut tous les autres cercles, et qui va donner les objectifs à moyen et long terme à atteindre, et les stratégies à mettre en place. Le deuxième, c'est les réunions de gouvernance. Là, on va avoir des réunions de gouvernance tous les 3 à 6 semaines, et tous les 3 à 6 semaines, on va réunir l'ensemble des personnes qui composent le cercle. On va leur dire, voilà, quelles tensions tu as eues pendant ces 3 semaines. Ils vont nous les donner et on va les traiter une par une jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tension. Chaque tension va permettre de changer la manière dont on fait les choses. On va réfléchir à une solution, on va s'assurer évidemment que cette solution ne nous fait pas régresser dans l'entreprise. Je ne peux pas rentrer plus dans les détails parce qu'après le temps ne me le permet pas. Mais dans ces réunions-là, l'idée c'est de traiter les tensions et de faire en sorte de modifier l'organisation pour que ces tensions disparaissent et que l'entreprise avance. Et la dernière, c'est la réunion opérationnelle, où là, on va vérifier que les projets et les actions avancent correctement. C'est là où du coup, on va pouvoir avoir tous les modèles de gestion de projet. On va par exemple avoir de la GTD, le Getting Things Done, ou du Scrum, ou des gestions de projet plus classiques avec une vérification du planning, etc.
des diagrammes de Gantt, tout ça, c'est à ce niveau, dans les réunions opérationnelles, qu'on va gérer. L'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que les actions soient réalisées dans le temps imparti, que les projets avancent correctement, et que s'il y a un problème, on puisse le remonter en réunion de gouvernance. Pourquoi l'holacratie? L'holacratie est compatible avec le violet, parce qu'on est orienté fonction, et qu'on sait pourquoi on est utile à l'organisation. Et l'orienté rouge, parce qu'on peut avoir des cercles découpés en fonction des régions. On peut avoir un cercle qui s'occupe du sud-ouest, un cercle qui s'occupe de la région Nord-Pas-de-Calais, etc. Et qui nous permet d'avoir cette structuration qu'on a vue en région sous région. C'est compatible avec le bleu parce qu'on a une constitution qu'on met à jour à chaque réunion de gouvernance. Et entre deux réunions de gouvernance, on s'assure que cette constitution soit suivie à la lettre et soit appliquée correctement. C'est compatible avec le orange parce que le orange, quand il a des problématiques pour arriver à son résultat et réaliser son projet, il peut en faire part dans les réunions de gouvernance, proposer une solution, et si, dans la mesure où celle-ci ne fait pas régresser l'entreprise, et on a un protocole pour vérifier ça, à ce moment-là, cette décision est validée et il peut avancer là où il veut avancer, très rapidement. C'est aussi compatible avec le vert, parce qu'on a des raisons d'être et qu'on peut polariser sur ces raisons d'être, et qu'en modifiant légèrement la Constitution, on peut incorporer l'intelligence collective dans les réunions de gouvernance. On peut faire en sorte aussi que les réunions de gouvernance demandent un vote à l'unanimité pour appliquer une décision, qui va du coup demander à prendre en compte les émotions et les ressentis de chacun, ou bien créer un autre type de réunion dans laquelle on va pouvoir traiter ces émotions et ces ressentis. C'est aussi compatible avec le jaune, parce qu'il suffit d'avoir plusieurs premiers cercles. Au lieu d'avoir une mission d'entreprise, on va avoir plusieurs premiers cercles, et qui vont partager du coup des cercles en commun, qui sont les cercles de gestion informatique, RH, etc., qui eux vont pouvoir être utilisés par plusieurs missions différentes. C'est aussi compatible avec le Lean Management. Le Lean Management rentre parfaitement dans l'holacratie et les outils comme le Kaizen ou le Kanban peuvent rentrer parfaitement dans ce type d'organisation. Donc on est compatible aussi avec une méthodologie d'optimisation des process et de réduction de coûts. On est aussi compatible avec l'automatisation. On va même faciliter l'automatisation, parce que comme on a des tâches qui sont clairement annoncées, on peut voir quelles sont celles plus utilisées et les automatiser. L'automatisation, c'est super important, notamment pour les tâches à faible valeur ajoutée. Et j'ai une petite anecdote là-dessus, c'est Walmart. Walmart, c'est une entreprise de supermarché aux États-Unis qui est un des principaux concurrents de Google et Amazon quand ils se sont lancés sur les produits frais. Et Walmart n'est pas une structure qui considère l'humain comme un facteur important, mais plus comme un facteur d'ajustement. Et pourtant, quand ils ont mis en place les caisses automatiques, ils ont licencié personne. Au lieu de licencier les personnes, elles les ont formées et elles les ont mis à l'intérieur du magasin pour conseiller les clients sur « tiens, tel produit est super, prends plutôt celui-là plutôt que celui-là, tiens, vous faites tel repas, moi, je vous conseille tel vin, etc., etc. » En mettant en place ce système de conseil à l'intérieur du magasin, ils ont augmenté le panier moyen de 60%. Ce qui veut dire que les gens qui rentraient dans Walmart consommaient 60% de produits en plus que ce qu'ils avaient l'habitude de consommer. D'où l'intérêt d'automatiser sur les tâches à faible valeur ajoutée pour pouvoir basculer les individus sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et réutiliser leur plein potentiel dans des endroits où on peut créer énormément de valeur. Et ensuite, tout ce qu'on a vu là, c'est un peu comme pour un bâtiment, je vous aurais dit, ben voilà, dans un bâtiment, il y a des portes, il y a des fenêtres, on peut mettre une verrière, on peut mettre une salle d'eau, etc. Mais pour réaliser le bâtiment qui correspond parfaitement à l'usage, on a besoin d'un architecte. Et c'est pour ça que j'ai créé Synode Technologies. Synode Technologies est une entreprise qui a vocation à être architecte de collaboration productive. À l'instar d'un architecte, on fait appel à Synode Technologies quand la collaboration ne répond plus à l'usage qu'on veut en faire, pour accompagner de là où on est vers là où on veut aller.
Et on va pouvoir mettre en place des outils pour améliorer cette collaboration et aller dans le sens où on veut aller, tout en gardant ce qui fait l'unicité du lieu et sa beauté. Un architecte, quand vous l'appelez pour rénover un bâtiment, il va conserver les belles parties du bâtiment, il va les mettre en valeur pour l'intégrer parfaitement dans le nouveau design et le nouvel usage. Et Synodes Technologies, c'est ça. Et Synodes Technologies, aujourd'hui, inaugure une toute nouvelle offre. Cette offre, c'est la Synode Upgrade. La Synode Upgrade, l'idée, c'est pas de faire une communauté, mais plus une ligue. Dans une ligue, chacun évolue selon sa propre voie et ses propres principes, mais ils ont des intérêts communs qui peuvent mettre en synergie. L'intérêt commun pour une entreprise, c'est de répondre au mieux aux besoins utilisateurs, de créer la meilleure solution possible, de diminuer le plus possible ses ressources, l'utilisation de ses ressources, et de grandir. Et on peut mettre, du coup, les entreprises en synergie sur ce principe-là. Et pour mettre les entreprises en synergie, Synode Upgrade a 3 pôles. Premier pôle, Synode Institute. Dans ce pôle, on va avoir des formations et des ateliers qu'on va pouvoir mutualiser. On a vu tous les outils qu'on a vus précédemment. Pour les utiliser, on va avoir besoin de formations et d'ateliers pour les mettre en pratique. Ces formations et ces ateliers, on va avoir des personnes dans notre organisation qui vont avoir besoin de se former, et dans une autre organisation, on va avoir aussi d'autres personnes qui vont avoir besoin de se former. On peut réunir ces différentes personnes dans une seule formation. De ce fait, on va mutualiser les coûts, et à coût équivalent, on va pouvoir faire bénéficier de plus de formations et d'ateliers. On va aussi avoir à disposition, en libre accès, les vidéos de ces formations, les supports de formation et les documents d'aide à la pratique, qui seront constamment consultables en ligne. On a Synode Companion, dans lequel on a l'accompagnement spécifique. C'est dans Synode Companion que Synode Technologies peut aider une entreprise à améliorer sa collaboration pour aller vers son objectif et là où elle veut aller. Pour ce faire, comme chaque entreprise est différente, on a besoin d'une démarche personnalisée, d'un accompagnement spécifique, et c'est dans cette partie-là qu'on le retrouve. On a aussi une assistance en ligne, et celle-là, on peut la mutualiser. L'idée, c'est que quand il y a un problème de management qui nécessite le conseil de Synode Technologies, vous puissiez lui demander en ligne et qu'elle vous réponde, et que les coûts de cette assistance soient mutualisés avec toutes les entreprises, puisqu'on n'en a pas besoin en même temps. En plus de ça, on a la puissance de l'intelligence collective. Étant donné qu'on a plusieurs sociétés qui sont dans la même Synode Upgrade, on peut, si on a une problématique, demander l'avis et les conseils des autres sociétés sur des points de management précis, récupérer les solutions et pouvoir évaluer, tester une des solutions proposées et prendre la meilleure. Le troisième pôle, c'est Synode Computing. Pour mettre en place tous ces outils-là, on va avoir besoin de solutions informatiques. Ces solutions informatiques, on peut les mutualiser. Pour mettre en place les médailles, la gamification, etc., c'est des choses qu'on peut mutualiser. Donc on peut disposer d'une solution informatique qui va nous permettre d'utiliser tous ces outils-là et dont les coûts de maintenance seront mutualisés par toutes les sociétés membres de la Synode Upgrade. On va avoir aussi la possibilité de mutualiser les coûts d'automatisation par un système qui fonctionne un peu comme le crowdfunding. On a des besoins d'automatisation, peut-être que d'autres sociétés dans la Synode Upgrade ont aussi ces besoins-là ou des besoins cousins, et on va pouvoir mutualiser du coup ces coûts d'automatisation et ainsi diminuer la barrière à l'automatisation. Je suis à l'heure actuelle en pleine diffusion de cette nouvelle approche, et si cette nouvelle approche vous a plu, je vous remercie de la faire partager à votre entourage pour me faire connaître et m'aider dans ma démarche et dans ma mission.